Suite et fin de l'activité 3 consacrée à la PMA ou procréation médicalement assistée, autrement dit aux méthodes pour remédier à l'infertilité. Ça s'adresse aux élèves de seconde en sachant que vous avez dû précédemment vous métamorphoser en médecin de la reproduction pour établir des diagnostics et conseiller plusieurs couples hétérosexuels qui essayent sans succès d'avoir des enfants. Le tableau qui était à remplir est celui-ci, et je le rappelle, les données à exploiter sont hébergées sur le site SVT de l'Académie de Versailles. Alors je vais maintenant passer à la correction de l'activité, et plutôt que de revenir une nouvelle fois sur la ressource, je vais simplement vous montrer les captures d'écran et on va commenter tout ça ensemble. Alors, premier couple, c'est le couple A. On vous présente un peu le contexte, leur âge, et vous voyez qu'ils essaient d'avoir des enfants depuis plusieurs années. Regardons les résultats médicaux de Madame A. Alors on peut déjà s'intéresser aux dosages hormonaux qui sont indiqués ici en noir. On a 4 hormones que vous connaissez, FSH et LH qui sont des hormones hypophysaires, œstradiol et progestérone qui sont des hormones ovariennes. On remarque que ces dosages sanguins sont effectués à J3, donc plutôt en début de cycle, pendant la phase folliculaire. Vous savez bien sûr que ces taux fluctuent au cours du cycle, mais on n'attend absolument pas de vous que vous connaissiez la moindre valeur. Les chiffres de référence, on vous les donne. Ils sont notés ici en bleu, à droite. Il va falloir considérer ici la première colonne, qui correspond à la phase folliculaire. Si on regarde chacune des valeurs, on constate qu'elles sont toutes normales. Par exemple, 110 picogrammes par millilitre d'œstradiol, on est dans la fourchette 20 à 220. 4,6 milliunités internationales par millilitre de FSH, on est aussi dans l'intervalle 3 à 11, etc., etc. Donc tout va bien à ce niveau. Regardons maintenant l'hystérographie, qui est l'image représentée à gauche. Alors il s'agit d'un examen qui consiste à injecter à l'aide d'une canule du liquide de contraste dans l'utérus, et ce qui permet de visualiser celui-ci qui apparaît en blanc ici sur l'image. Alors, si on regarde ce cliché tout seul, c'est pas forcément très clair, c'est pour ça qu'on vous donne une image témoin obtenue chez une femme fertile, et en plus cette image a l'avantage d'être légendée. Alors comme attendu, la cavité utérine est remplie de liquide, ce qui permet de la visualiser parfaitement, c'est la légende numéro 2, que vous voyez en haut. On voit aussi, et c'est important, que du liquide a diffusé dans les trompes, qui sont bien sûr en contact, en communication avec l'utérus. Regardez la partie 3 qui correspond à la trompe gauche, et ce liquide va aussi se retrouver logiquement dans la cavité abdominale. C'est là où se trouvent les ovaires, qui sont un petit peu difficiles à distinguer ici. Ça, c'est la situation normale. Or, on voit que chez la patiente, donc en bas à gauche, il n'y a pas de liquide de contraste visible au niveau des trompes, qui sont donc probablement bouchées pour une raison ou pour une autre. Alors, qui dit obstruction des trompes dit impossibilité d'atteindre l'ovule par les spermatozoïdes, qui doivent impérativement passer par là, comme vous le savez. Donc, impossible d'avoir une fécondation et a fortiori une grossesse. Donc, si on résume nos observations, voilà ce que l'on peut dire pour l'instant. Et regardons maintenant les résultats du conjoint, Monsieur A. Résultats qui vous sont présentés ici. Alors, on a ce qu'on appelle un spermogramme. Et on voit très vite que tout est normal. Les valeurs du patient en noir sont systématiquement dans les normes en bleu. La quantité, la mobilité, l'aspect des spermatozoïdes semblent tout à fait standard, donc pas de problème à ce niveau. Que peut-on proposer à ce couple comme option médicale? Alors, si les trompes ne sont pas fonctionnelles, on peut évidemment écarter toute idée de stimulation ovarienne simple ou d'insémination artificielle qui, l'une ou l'autre, ne servirait à rien. En revanche, on peut tout à fait envisager une fécondation in vitro suivie d'un transfert d'embryon. Alors, soit la version classique, soit l'alternative qui consiste à injecter directement le spermatozoïde dans le cytoplasme de l'ovule. Si vous avez besoin de précision sur ces différentes techniques, je vous renvoie bien évidemment à la vidéo précédente sur ce thème. Voyons à présent le deuxième cas, c'est-à-dire le couple B. Alors c'est la même logique d'analyse des résultats, donc on va pouvoir aller un peu plus vite à présent. Voyons les résultats chez la femme. Alors, l'hormonologie à J3 est normale, l'examen de l'utérus et des trompes également. Regardez, on voit bien ici le liquide de contraste dans les deux trompes utérines, donc pas de problème. En résumé, tout est ok. Chez l'homme, c'est une toute autre affaire avec des spermatozoïdes qui ne sont pas en très bonne forme. Certains ont 2 têtes, d'autres 2 flagelles, et puis si on regarde les valeurs, elles sont toutes anormales, à l'exception du pH qui est correct à 7,7. Donc conclusion, problème de quantité et de qualité du sperme du conjoint. Que peut-on faire? Alors là, on peut envisager plusieurs choses dans un certain ordre. En première intention, on peut a priori se diriger vers
une insémination artificielle de type intraconjugal, ce qu'on va appeler une IAC, c'est-à-dire qu'on va injecter les spermatozoïdes de Monsieur B dans la cavité utérine de Madame B. Comme ça, si on a un problème de mobilité et que les spermatozoïdes ont du mal à franchir le col de l'utérus, ça peut éventuellement arranger les choses. Si ça ne marche pas, on peut ensuite recourir à la FIVette, ce qui va augmenter les chances de fécondation. Mais il faut quand même garder à l'esprit que ces spermatozoïdes sont en grande partie assez bizarres, et si ça se trouve, ils n'ont aucun pouvoir fécondant. Si tel est le cas, en dernière intention, on peut utiliser les spermatozoïdes d'un autre homme, qui lui doit être fertile, et procéder à ce qu'on appelle une IAD, une insémination artificielle avec sperme de donneur. Dans ce cas, il n'y aura pas de lien biologique, pas de lien héréditaire entre l'enfant à naître et le père, puisque celui-ci ne fournit pas de cellules reproductrices. Troisième couple, c'est un cas un peu plus compliqué ici. Alors, regardons les résultats féminins. Parmi les valeurs, une attire notre attention, c'est celle de la FSH, là, qui est à 2,5 millilitres par millilitre, donc c'est un peu faible. Et c'est sans doute la raison pour laquelle des examens complémentaires ont été réalisés. Les voici. À gauche, on a des dosages hormonaux, alors non pas à J3 comme tout à l'heure, mais en continu pendant l'intégralité du cycle. Et quand on les compare au dosage témoin à droite, on voit que, on n'a plus aucun pic d'hormones hypophysaires, donc plus aucun pic d'hormones ovariennes non plus. Donc il y a un sérieux problème ici, et problème qu'on peut probablement expliquer grâce à l'IRM cérébral de la patiente qui montre un adénome hypophysaire, donc une tumeur bénigne, qui s'accompagne ici d'une hyperprolactinémie, c'est-à-dire une production anormalement élevée de prolactine qui a pour effet de bloquer l'ovulation. Tout ça, c'est la ressource qui vous l'indique, vous n'avez pas à le savoir. Chez l'homme, rien à signaler, les examens sont normaux. Alors, que peut-on faire dans cette situation? Alors déjà, peut-être que opérer la tumeur de l'hypophyse, si cela est faisable chirurgicalement, ça pourrait être une idée. Mais si la tumeur n'est pas cancéreuse, on peut éventuellement se contenter de compenser le déficit en hormones hypophysaires en les injectant directement dans la circulation sanguine, donc ce qui va provoquer une stimulation ovarienne, comme on l'a vu précédemment, ce qui devrait permettre l'ovulation qui pour l'instant est bloquée chez cette femme. Quatrième et dernière situation, celle du couple D. Alors, on constate que les dosages hormonaux sont en partie anormaux chez la femme, qui présente un taux d'œstradiol anormalement faible, ainsi qu'un taux d'AMH lui aussi trop faible. L'AMH, c'est une hormone dont je ne vous ai pas parlé jusqu'à présent, mais qui, on vous l'indique ici, est produite par les follicules en croissance et donc un marqueur, un reflet de leur développement. Donc ça pourrait traduire un épuisement de la réserve ovarienne un peu précoce, puisque celui-ci survient normalement à la ménopause et que là, on a affaire à une femme de seulement 38 ans. Les examens complémentaires semblent quand même confirmer ceci, puisque l'échographie des ovaires montre l'absence de follicules en cours de maturation, alors qu'on en distingue plusieurs sur l'image à gauche, qui correspond à une femme fertile. Donc on peut se demander si Madame D ne serait pas en préménopause, ou en tout cas c'est ce que suggèrent ces paramètres biologiques. Chez le conjoint, rien d'anormal. Donc qu'est-ce qu'on peut proposer dans ce cas où il n'y a pas d'ovulation spontanée? Alors, une stimulation ovarienne pourrait peut-être entraîner le développement des follicules immatures restants, alors si toutefois il en reste suffisamment, et si ceux-ci sont encore fonctionnels, ce qui n'est pas garanti. Si ça ne marche pas, il faudra dans un second temps probablement recourir au don d'ovules pour réaliser une FIV suivie d'une réimplantation de l'embryon dans l'utérus. Donc dans cette situation, puisqu'elle ne fournit pas la cellule reproductrice, la mère ne sera pas la génitrice biologique de l'enfant à naître. Au final, on a vu qu'il existait de nombreuses situations d'infertilité, d'origine féminine ou masculine, mais on a vu aussi qu'il existait des solutions médicales pour remédier à ces difficultés et que ces solutions impliquent une bonne connaissance du fonctionnement des appareils reproducteurs, de leur contrôle hormonal et des circonstances qui permettent la fécondation. Comme d'habitude, vous n'oubliez pas de noter et de mémoriser les principaux messages. Je vous dis à la prochaine, bon courage et bon travail à tous.